Bon, alors on commence alors. Bon, alors, d'abord, bienvenue à tous dans ce nouvel endroit, ce bel auditorium que nous inaugurons cette année dans ce lycée. Oui, là, on est bien installé par rapport. Et on est particulièrement heureux cette année d'accueillir une édition du Bruit du Monde, qui sont une jeune maison d'édition, mais qui a déjà publié beaucoup de très belles choses, dont on parlera tout à l'heure avec les forces en présence cet après-midi, c'est-à-dire Adrien Servière, cofondateur des éditions du Monde, et qui a beaucoup de fonctions, enfin qui s'occupe beaucoup de l'aspect commercial, le lien avec les salons, les libraires, tout ça. Bon. En l'absence, on la verra demain probablement, de Marie-Pierre Grasdieu qui a fondé ces éditions avec toi et qui est, pour la présenter en deux mots, qui est une femme exceptionnelle, qui a longtemps travaillé chez Stock, chez Gallimard. Enfin moi c'est chez Gallimard que j'ai connu, où elle dirigeait la collection Le Bruit du Monde, qui fait du monde entier, qui est en fait la collection de littérature étrangère chez Gallimard. Et là, ils se sont lancés dans cette aventure formidable. Et une de leurs premières auteurs publiées, que certains d'entre vous connaissent déjà parce qu'elle était venue au Presse-Papier pour son roman Le Feu du Milieu, et c'est-à-dire Toufat Moutaren, qui est d'ailleurs, on peut dire, c'est pas un secret, qui est originaire des Comores, mais qui est une voisine pratiquement, puisque vous êtes valdovine maintenant. Et ce livre était vraiment exceptionnel, on en parlera tout à l'heure si vous voulez bien. Alors pour l'instant, j'aimerais commencer tout simplement dire deux mots de ces éditions, qui sont d'abord des jeunes éditions, comme on l'a dit tout à l'heure, et qui se distinguent pour moi, et c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'ils soient là, par la qualité des textes qu'ils publient, et surtout leur grand champ de diversité, parce que ce sont des auteurs qui viennent vraiment de partout dans le monde, dans toutes les langues. Il y a aussi beaucoup de littérature française évidemment, mais il y a aussi beaucoup de traductions. Alors on découvre énormément de gens qu'on ne connaissait absolument pas après, pas avant. Il y avait deux ou trois noms qu'on connaissait précédemment, mais pour beaucoup ce sont des découvertes, et de très belles découvertes. Donc c'est l'ouverture sur le monde, et aussi une petite singularité géographique, qui est de s'être installé à Marseille. Et je pense que ça a un certain sens pour vous, c'est-à-dire peut-être parce que Marseille est l'une des portes d'entrée de la Méditerranée, et que c'est une ville très cosmopolite. Est-ce que ça a joué? Oui, ça a joué. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, merci d'être venus. Oui, Marseille, c'est à la fois le choix du cœur, et puis quand on se décide à créer une maison d'édition qui se prétend ouverte sur le monde, le Bruit du Monde, l'enjeu c'était un peu d'avoir un catalogue qui serait d'une certaine manière le réceptacle des bruits du monde. Et donc pour faire ça, on s'est dit qu'il nous fallait un poste d'observation sur le monde un peu différent. De celui qu'on connaissait. On travaillait avec Marie-Pierre tous les deux aux éditions Gallimard depuis quelques années, et on était très heureux là-bas. Et voilà, on a simplement eu envie de faire la même chose, mais un peu différemment. L'enjeu géographique, il est crucial. L'endroit de vous travailler, de vous observer le monde, il est crucial, et il se ressent dans votre catalogue. Toufat est ici, alors c'est à la fois un bon exemple et pas un bon exemple, parce que Toufat vit en Ile-de-France. Mais tu le disais, Nicolas, Toufat est né aux Comores, elle a grandi aux Comores. Marseille est la deuxième ville comorienne du monde, avec une immigration comorienne historique très importante. On a beaucoup d'auteurs méditerranéens, qui soient italiens, qui soient libyens, qui soient espagnols,
qui soit libanais. Donc forcément, on a ce tropisme. Marseille est aussi une ville très internationale. Je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous connaissent bien, mais c'est une ville qui a énormément changé ces dernières années, qui historiquement est une des portes d'entrée vers la France. C'est une ville d'histoire. Marseille est une ville d'histoire avec un grand H, parce que c'est la plus vieille ville de France. Bien plus vieille que Paris, c'est 2600 ans d'histoire. Et puis une ville d'histoire au pluriel. À Marseille, tu promènes dans les rues, à chaque coin de rue, tu passes un truc dans l'histoire. Donc tout ça, mis bout à bout, fait qu'on s'est dit que c'était probablement le bon endroit pour se poser nos bagages et pour se lancer dans cette aventure. Et 3 ans après, s'il y a bien une chose qui est certaine, c'est que c'était le bon endroit. Ça, c'est indiscutable. Voilà. Vous dites d'ailleurs, je crois que c'est sur votre page de présentation, tout simplement, je vous invite d'ailleurs d'aller voir le site du Bruit du Monde, parce que là vous trouverez tout ce qu'ils ont publié avant, c'est très bien fait. Vous dites que l'ambition, c'est d'être le réceptacle des bruits du monde. Et ce titre, Les bruits du monde, m'avait fait penser vraiment la première fois où j'ai vu le nom de cet éditeur. Je me suis dit, ça me fait penser au roman de Giono, Le chant du monde. Alors, est-ce qu'il y a un lien ou est-ce le même bruit? Alors, pour être tout à fait sincère, moi, je n'avais pas pensé à Giono. Mais finalement, choisir le nom d'une maison d'édition, c'est quand même un moment un peu clé, le moment où on valide. Alors, on aurait pu se dire, tiens, on va les appeler des éditions Gracieux et Servière. On n'a pas fait ça, parce que c'était pas du tout l'envie. Le Bruit du Monde, c'est une promesse, c'est une feuille de route pour nous. C'est ce qu'il ne faut pas qu'on oublie de faire au quotidien, c'est-à-dire garder cette curiosité d'aller chercher des histoires qui viennent du bout du monde. Et en même temps, pas seulement, parce que dans le monde, il y a aussi le coin de la rue, j'en parlais. Enfin, c'est pas, on a sur la table un auteur sri-lankais, une autrice qui vient des Comores, qui vient de Bosnie, un qui vient du Québec, un qui vient de Norvège, puis on a aussi des auteurs qui vivent, Christian Astolfi qui est là, qui est bien connu du presse-papier, il vit à 2 km des bureaux et il raconte des histoires qui se passent à moins de 50 km des bureaux, sauf qu'il les raconte d'une manière dont on ne nous les a jamais vraiment racontées. Et finalement, raconter le monde, c'est pas juste raconter ce qui se passe très très loin, c'est comprendre la complexité de ce qui se passe loin et puis s'approprier le familier, le proche d'une manière un peu différente. C'est un peu tout ça la promesse de cette maison. Et avec, me semble-t-il, aussi une ambition qui est très noble à mon avis, et très importante, c'est pas forcément publier énormément de livres à la fois, et surtout faire des livres qui allient à la fois la qualité, mais qui soient susceptibles de toucher un grand nombre de lecteurs, pas des livres élitistes. Là encore, on a travaillé dans l'édition parisienne pendant 20 ans, on s'est beaucoup amusé, on a fait plein de choses incroyables, et puis on a aussi fait des constats assez évidents, qui est celui de la surproduction. Il y a trop de livres. Tout le monde fait trop de livres. Alors vous me direz, ok, il y a trop de livres, votre réponse c'est de créer une maison d'édition, est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est la bonne réponse? Donc, non, c'est pas la bonne réponse, mais on se dit que quitte à créer une maison d'édition, il faut publier peu. Et il faut publier bien. L'obsession qu'on a, je dirais, on fait une douzaine de titres par an. Donc déjà, est-ce que c'est peu, est-ce que c'est pas peu, je ne sais pas, mais ça semble peu par rapport à la masse, par rapport à ce qu'on est capable de faire, c'est déjà beaucoup. L'enjeu et vraiment l'obsession, c'est de faire de chaque publication une aventure. Une aventure pour l'auteur, l'autrice, pour la maison, pour le lecteur. Donc une aventure pour le lecteur, ça veut dire qu'il faut qu'il trouve quelque chose à l'intérieur du livre. En fait, ça veut dire que le texte doit avoir de nombreuses qualités. Ça, c'est la première étape dans le processus de fabrication d'un livre. Et une fois qu'on a ça, faire de chaque publication une aventure vis-à-vis de l'auteur. Quand on signe un contrat d'édition aujourd'hui avec un auteur, c'est un sacré pacte. Parce que on voit le livre sur la table comme ça, mais l'auteur, il a bossé 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans dans certains cas. On ne peut pas juste signer un contrat, lui faire un bouquin, le poser sur les tables des librairies et attendre que ça se passe. Ça, aujourd'hui, ça ne marche plus. Donc il faut défendre le livre. Défendre le livre, ça veut dire 3 mois avant la publication, appeler Nicolas Mouton en lui disant ce livre est super, tu vas voir, il faut que tu le lises, il faut que tu en parles. Et puis d'autres, Nicolas Mouton. Et puis appeler les journalistes, ça faut appeler la terre entière, parce que quand on publie le livre d'un auteur qui n'est pas connu, personne ne l'attend. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Personne ne l'attend. Demain, vous verrez Baptiste Fillon, dans le livre à peu près
ici, c'est son deuxième roman. Personne n'attend le roman de Baptiste Fillon. Soyons clairs, personne ne l'attend. Donc, si nous, on ne fait pas le boulot, et si nous, on ne prend pas le temps d'en parler à tout le monde, là, c'est dans 2 mois. Personne n'a lu Baptiste Fillon, les libraires mettent le livre pour tout, on n'en parle plus, l'aventure est terminée. Au mois de janvier, on a publié un livre magnifique de Philippe Mandy, qui est juste ici. De nouvelles qui s'appelle Un suspendu, qui est très lié aux Comores. Et le deuxième, Vers cru, est un roman aussi, qui est très lié à l'histoire des Comores. Donc alors ce n'est pas un livre sur l'histoire des Comores, c'est plus un livre sur comment des personnes vivent cette histoire-là, donc une histoire coloniale, une histoire d'esclavage aussi, mais caché, parce qu'esclavage arabo-musulman, etc. Donc je voulais explorer ces questions-là, parce que ces questions m'empêchaient d'écrire Le Feu du Milieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je mettais mon métier sur l'ouvrage, mon ouvrage sur le métier, pardon, j'avais ces fantômes-là qui venaient me hanter, qui venaient me parasiter ma création. Et donc à un moment, je me suis dit, bon, écoute, je vais prendre le taureau par les cornes, je vais écrire l'histoire de ces fantômes-là qui viennent m'empêcher de créer, d'imaginer. Et une fois que j'aurai fini, j'espère bien qu'on va me laisser tranquille et qu'on va me laisser imaginer. Et ce que disait Adrien tout à l'heure est très juste, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je viens des Comores forcément que, enfin, ce n'est pas la raison qui a fait que j'ai rencontré Le Bruit du Monde et qu'on s'est tout de suite entendu et qu'on a eu envie de publier Le Feu du Milieu. Mais je pense que c'est parce que on était tous les deux, tous les 4, avec toute l'équipe, avec Adrien, avec Marie-Pierre. Je pense qu'on était très animés d'une envie. Et cette envie-là, c'était d'aller chercher d'autres horizons, de chercher d'autres manières de raconter les histoires. Le Feu du Milieu parle d'une histoire de jeunes femmes et c'est inspiré de la société comorienne et de cette idée d'insularité, de cette idée d'île, du fait d'être sur une île et donc d'être un peu aux prises avec les éléments. Donc on a le volcan à l'intérieur, on a la mer tout autour et qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour vivre, en quoi est-ce qu'il faut croire pour continuer à se lever le matin et ne pas se dire tiens, il va se passer quelque chose. Et en même temps, les mêmes préoccupations reviennent. Est-ce que je suis aimée? Est-ce que je suis aimée comme je suis? Alors, on est en danger, mais on a quand même le temps de se poser ces questions-là. Est-ce que, voilà. Et donc, moi, ce que je voulais, quand j'ai rencontré l'équipe du Bruit du Monde, je me suis dit, mais c'est génial parce qu'il y a ce couple-là qui décide de partir complètement alors que vous étiez chez Du Monde Entier. Et de partir et d'aller créer un autre endroit qui parle du monde entier, mais qui en parle vraiment, qui n'est pas une collection dans une maison plus grande, mais qui se positionne là-dedans. Et c'est vrai que c'était une aventure commune qu'on a vécue ensemble, et comme c'est un livre qui pour moi était un sacré défi, parce que je sortais quand même de ce que je connaissais, je sortais de mon petit confort, parce que ça peut être confortable hein, de rester attaché à l'histoire de son pays d'origine. Je ne critique pas l'idée d'en parler, je ne critique pas non plus l'idée de parler de l'aller simple depuis chez soi jusqu'en France, et donc de raconter tous ces itinéraires, etc. C'est beau, et c'est parce que d'autres auteurs l'ont fait que moi j'ai pu me dire, tiens, puisque ça a déjà été fait, ça me fait un point en moins sur les épaules, et ça va me permettre, moi, d'inventer des choses. Je veux inventer des mondes. Et donc, je veux inventer des mondes. Je rencontre une maison d'édition qui veut, elle aussi, inventer des choses. Ben, ça ne pouvait... Ce n'était que... Comment dire ça? C'est logique que Le Feu du Milieu se soit retrouvé au Bruit du Monde. Et j'en ai été très, 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 très heureuse. C'est fait pour vous rencontrer. Voilà. Et pour rester un instant sur ce livre, vous l'avez évoqué, l'histoire, c'est l'histoire de deux jeunes filles, dont l'une... Gaïa est une jeune fille de 11 ans au début du livre et qui est, elle, du côté des servantes, disons, et d'une autre, Alima, qui est un peu plus âgée qu'elle, qui est la fille de maître et qui se cache, et c'est parce que l'une se cache que l'autre va la rencontrer. Elle est un peu en fuite, parce que
ce livre, et je pense que ça inaugure aussi beaucoup de thèmes qu'on retrouve dans d'autres romans du bruit du monde, c'est aussi une quête de liberté, un livre sur l'apprentissage, même sur une certaine éducation sentimentale aussi, si on veut, et c'est ce qui en fait tout le charme aussi, qui brasse tout un tas de contes, de mythes, c'est très foisonnant, c'est extrêmement romanesque, et d'ailleurs ça m'a fait penser par moments aussi à la tradition des romans picaresques, vous savez. Et d'ailleurs, à un moment, vers la fin de votre livre, vous introduisez le personnage de Cervantes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette filiation? Est-ce qu'elle est produit de mon imagination? Alors non, je ne pense pas qu'elle soit... je pense que déjà le lecteur ou la lectrice poursuit l'écriture du livre après qu'il ait été publié. Il le poursuit en le lisant et en établissant ses propres ramifications aussi. Donc c'est ce que je cherchais, c'est l'effet que je recherchais. Mais vous avez souligné quelque chose d'important, c'est que le point commun entre ces livres, c'est que je pense qu'il y a une manière, une envie de se positionner ailleurs, d'adopter un autre point de vue pour raconter quelque chose. C'est-à-dire que j'aurais pu me positionner en tant que jeune comorienne qui observe sa société et qui en sort des constats. Mais en fait, là, en réalité, alors pour ceux qui pourraient être surpris, ce sont mes enfants. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'adulte à côté pour leur dire « chut », etc. Donc voilà. Et donc je pense que ce que j'ai aimé, moi, c'est le fait de pouvoir... c'est le fait que l'on me dise, c'est légitime que tu te positionnes en tant qu'individu. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand je lis ces romans picaresques, les romans d'aventure, les romans d'imagination, avec des mythes, avec des quêtes, en tant que femme, je ne me retrouvais pas beaucoup. J'avais du mal à m'y retrouver. Il fallait vraiment que je fouille pour trouver des ouvrages dans lesquels, en tant que femme, on ne me propose pas comme modèle d'identification une jeune princesse qui attend son prince, ou une alliée, une sorcière qui va aider le héros à atteindre son but, à poursuivre sa quête, ou voilà, un rôle d'assistante. Moi, je voulais un rôle de quelqu'un qui conquiert, quelqu'un qui est aux côtés d'un homme, pourquoi pas, pour aller conquérir des mondes, aller conquérir d'autres imaginaires. Et donc, c'est là que je me situerai. Et je pense que c'est là que je retrouve, c'est là que le feu du milieu se retrouve dans mon itinéraire. Et je voulais aussi des femmes qui parlent d'autre chose que de leurs histoires de cœur, par exemple, qui peuvent en parler, mais leur monde ne tourne pas autour de cela, parce qu'elles ont envie d'astronomie, parce qu'elles ont envie de naviguer, parce qu'elles veulent être à la barre. Et donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça donnerait? Justement, Cervantes arrive, et Cervantes arrive avec un ouvrage sur lequel je tombe complètement par hasard, qui n'a rien à voir avec ce que l'on a lu de lui, ce que l'on sait de lui. Et c'est une espèce d'histoire d'amour avec un jeune homme et une jeune femme à l'époque qui se retrouvent dans un couvent. Et donc, pendant des années, il la cherche. Et cette histoire-là, eh bien moi, elle m'a plu d'un côté parce que je me suis dit, tiens, je me verrais bien, moi, à la place de ce jeune homme-là, en train de naviguer à la recherche d'un idéal. Et d'un autre côté, là où ça ne m'a pas plu et où je me suis dit, bon, on va peut-être opérer quelques légers réajustements dans ta façon de raconter, là, parce que là, l'histoire de la femme, je me retrouve encore dans une espèce de huis clos à attendre. Et voilà. Alors justement, je voulais souligner cet aspect de votre livre, qui est un livre presque féministe, si j'ose dire, c'est-à-dire c'est quand même l'histoire de femmes qui vont vers le savoir, vers l'émancipation, vers plus de liberté, etc. Et qui ne cessent tout au long du livre
lire, d'apprendre, mais aussi de commenter par exemple des questions philosophiques ou des questions religieuses. Il y a beaucoup de questions du Coran, etc. Et je vais vous entendre d'ailleurs tous les deux sur ces questions, parce que dites-moi ce qu'il en est pour ce livre-là, si c'est des questions qui vous intéressaient particulièrement, j'imagine, et particulièrement du point de vue des femmes. Et est-ce que, je demanderai ça à Adrien tout à l'heure, est-ce que ça n'est pas une tendance aussi qu'il y a dans d'autres, dans pas mal d'autres livres du bruit du monde, comme par exemple cet été, là j'ai lu un truc formidable, qui est du pain sur la table de l'oncle Milan, dont on partira peut-être tout à l'heure, et qui lui aussi pose des questions un peu de cet ordre. Alors je me souviens justement d'une conversation qu'on avait eue et où Adrien me disait j'ai l'impression en te lisant que le Coran est un livre de développement personnel. Et c'était drôle parce que ce que je voulais, moi, c'est justement ne être ni dans l'opposition systématique, que ce soit entre femmes et hommes ou entre non-religion et religion, ou entre religion et spiritualité. Donc je ne voulais pas être dans l'opposition et je ne voulais pas être non plus dans l'apologie, la revendication, mais je voulais juste... il y a un auteur récemment qui m'a dit que je n'avais pas adopté, vous avez employé le terme féministe, il m'avait dit tiens c'est drôle parce que toi on ne sait pas si on doit dire que tu écris un livre du point de vue de la féministe. Moi j'ai plus l'impression que tu écris un livre du point de vue de la femme. On a dit du point de vue de la go, mais bon, en gros du point de vue de la femme, c'est-à-dire moi, individu ayant hérité d'un certain nombre d'attributs physiques et à qui on peut prêter des attributs mentaux ou psychologiques, comment je situe ces deux personnages face au seul ouvrage auquel elles ont accès, parce que c'était quand même la seule source de savoir à laquelle elles avaient accès, et donc un choix s'est imposé à elles. Qu'est-ce qu'elles vont en faire? Est-ce qu'elles vont se laisser écraser par le poids que l'on peut donner à ce livre-là? Parce que parfois, quand on l'ouvre, on trouve des choses qui peuvent être assez pesantes. Ou est-ce qu'elles vont chercher, dans ce dont elles disposent, de quoi se libérer? Et en fait, c'est tout le défi en fait, du livre. C'est que je les prends, ces personnages-là, et je les enferme dans une espèce de huis clos, de cloche. Et je leur dis, bon maintenant, vous êtes toutes les deux très différentes l'une de l'autre, mais en même temps, vous n'êtes pas si différentes que ça. Et en fait, débrouillez-vous, discutez. Et moi, je les porte, ces personnes-là, ces différences-là, à l'intérieur de moi, à travers mon héritage. J'ai ces deux côtés, le côté un peu plus dominant, et puis le côté des servants. Enfin, il y a toute une histoire à l'intérieur. Et donc c'est vrai que l'enjeu de ce livre, c'était de me dire, bon, comment je vais faire pour faire en sorte que ces deux parties qui me constituent dialoguent, ne s'opposent plus, parce que plus je m'oppose à l'une ou à l'autre partie, et plus moi-même je ne suis pas en paix dans ma création. Donc peut-être que ma création peut servir à faire en sorte que ces deux parties-là dialoguent. Parfait. Est-ce que Adrien trouve, comme j'en ai l'impression aussi, que dans plusieurs des romans du bruit du monde, il y a cette préoccupation non seulement de se frotter avec l'histoire et les conflits, etc., mais aussi les problèmes religieux, les problèmes de société, etc. Oui, c'est évident, quand on regarde le catalogue de la maison, que c'est une préoccupation. Moi, je crois énormément au pouvoir des histoires. Qu'elles soient vraies, qu'elles soient fausses, je crois énormément à ça. Je crois que c'est Nabokov qui disait que la littérature était née le jour où un petit garçon qui n'était pas poursuivi par un loup avait crié au loup. Parce que d'un coup, il y a un univers, un imaginaire qui se met en place, et on peut faire ce qu'on veut. Enfin, on peut faire ce qu'on veut. Les auteurs et les autrices peuvent faire ce qu'ils veulent. J'ai celui-ci sous les yeux, ce livre-là, La colline qui travaille. Ça se passe à Lyon, et l'auteur nous raconte tout le XXe siècle à Lyon, les cailloux, on traverse deux guerres mondiales, les 30 glorieuses, des crises économiques, il nous raconte tout le XXe siècle qu'on connaît, je veux dire, l'histoire du XXe siècle en France, on la connaît, sauf qu'on la connaît pas comme ça.
On la connaît pas comme ça parce qu'elle est racontée à hauteur d'hommes et de femmes, et que d'un coup, c'est plus lire l'histoire du XXe siècle, c'est la vivre. On remonte son arbre généalogique, on a l'impression de s'asseoir sur chaque branche et d'observer le monde comme l'ont observé ses aïeux. Et ça change tout. C'est pas un livre d'histoire. Quand Christian Astolfi nous raconte la fin des chantiers navals de la Seine-sur-Mer, la désindustrialisation du pays, on la connaît. Et c'est en tout cas la manière dont moi je l'ai apprise, je trouve ça un peu ennuyeux. Quand on me la raconte à hauteur d'hommes, à hauteur d'ouvriers, de gens qui étaient vraiment, on a leur nom, on s'attache à eux. De ceux qui étaient là le jour où on a baissé la grille du chantier, on leur a dit maintenant vous rentrez chez vous, c'est fini, ça change tout. Parce que les histoires qu'on nous raconte, elles sont incarnées par des personnages. Et c'est vraiment la différence entre les histoires et l'histoire. Tout ça pour dire que la littérature pour raconter le monde, évidemment, quoi d'autre? Il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. On n'a pas envie qu'on nous raconte le monde à travers moi, en tout cas de moins en moins. J'ai plus envie qu'on me raconte le monde autrement que par la littérature. Il n'est pas très haut le monde, autant nous raconter des histoires. D'ailleurs, jeudi, on se disait encore avec Christian Astolfi que comme le titre ici du salon, c'est pas d'histoire, en tâche sans histoire. On se disait que souvent le roman, le romanesque, l'invention romanesque, racontait encore plus l'histoire, encore mieux l'histoire que les historiens. J'espère qu'il n'y a pas d'historien dans la salle. On va le dire doucement. Mais, et alors notamment par une chose que je voulais souligner dans votre livre qui est formidable, parce que là on a l'air de discuter de questions philosophiques ou autres, mais c'est un roman avec des rebondissements extraordinaires. C'est-à-dire qu'on commence à être embarqué sur une certaine histoire, et puis bon, quand on commence à y voir un peu clair vers le milieu du livre, tout d'un coup il y a un rebondissement, et alors ça repart à une vitesse incroyable. Et j'aimerais souligner une chose à laquelle vous êtes très attaché visiblement, c'est le travail sur la langue, sur le style, d'abord parce que c'est une langue très savoureuse dans laquelle vous avez d'ailleurs glissé beaucoup de mots d'origine comorienne, je pense. Donc vous faites un glossaire qui est absolument savoureux à la fin, donc auquel on se reporte et qui nous apprend beaucoup de choses en même temps. Et je vais raconter à ce sujet, mais pourquoi est-ce que je parle ? Oui, parce qu'il y a la question, voilà, parce qu'il y a la question non seulement du style, de l'écriture, etc., mais même de la langue qui est posée dans certains épisodes du livre. Par exemple, un passage qu'on pourra lire, si vous voulez, tout à l'heure, ou même tout de suite, sur la punition. Je pense au passage sur l'histoire des comment ça s'appelle, pas les cafarmules, le carrefour des barbus, des barbus, voilà, c'est ça. Et où quelqu'un commet quelque chose de répréhensible, disons, et où la punition, elle est portée sur le langage. Ça va être quelqu'un, enfin des gens qui ne vont plus pouvoir ne dire qu'un seul mot. Voilà, une malédiction, le mot vanille en l'occurrence, et donc la personne tout le temps que durera sa malédiction, à chaque fois qu'on lui demandera quelque chose, il ne pourra répondre que vanille. Et ça, c'est la négation même de la splendeur du langage et de toutes ses possibilités. Oui, non, est-ce que vous voulez, peut-être si tu es d'accord, nous lire ce petit passage sur les... Moi, je sais... La maison du maître se trouvait au carrefour des Barbes naissantes. On racontait qu'à cet endroit même, un homme avait défié Féfoum, le Mafé, sultan de notre région. Lors d'une de ses rondes matinales, dans les exploitations agricoles d'Itsambra,
Le Mafé était passé par une plantation d'ylang-ylang où ne travaillaient que des femmes. L'une d'entre elles, une certaine Urango, une femme à la police et aux mains endurcies par le labeur, qui traînait son corps plantureux comme on traîne un fardeau encombrant, lui avait tapé dans l'œil. Mais Urango, avec ses mains de travailleuse et ses rondeurs, appartenait déjà à un homme. Celui-ci était le guide spirituel de Milembeni, une ville voisine. Qu'importe, avait rétorqué Féfou. Elle serait sienne. Il avait convoqué le cadi de la région, donc le juge, et lui avait ordonné de rompre l'union entre Urango et son mari. Le cadi lui avait répondu qu'il ne pouvait pas profaner le sanctuaire sacré du mariage sans autre raison que le désir d'un homme. Le Mafé, persuadé que le cadi ne faisait que défendre un savant comme lui, s'était déclaré offensé et avait fait emprisonner le cadi. Ce dernier n'avait pas protesté. À la place, il avait levé les yeux au ciel avec dévotion et proféré à voix basse une malédiction. Le souverain et toute sa descendance masculine seraient frappés de folie. Sa postérité serait assurée par des enfants hors mariage et on reconnaîtrait ses rejetons à leur barbe éternellement clairsemée. La prophétie se réalisa dès le lendemain. Le fils aîné du Mafé, appelé à lui succéder, se réveilla avec un seul mot à la bouche, vanille. Il répéta ce mot toute la journée, répondit par le même mot à toutes les questions qu'on lui posait et recommença le lendemain. Il eut beau tenter d'en prononcer d'autres, vanille fut le seul ensemble de sons que sa bouche parvint à composer. Cela le rendit fou. Il eut un enfant hors mariage avec une femme qu'on lui avait interdit d'épouser, un fils qui grandit normalement dans l'ombre d'un père qui le surprotégeait en ne lui disant qu'un seul mot. À 10 ans, l'enfant apprit par un camarade ce que son grand-père avait fait au cadi. Et dès lors, sa personne se dédoubla. Le jour, il se faisait appeler Nyoha, serpent en comorien. Et le soir, Hannas, serpent en arabe. Il eut des enfants, tous garçons, à la barbe clairsemée. Au fil des années, on finit par nommer leur quartier le carrefour des barbes naissantes. Merci. Et c'est d'autant plus savoureux, vous verrez en lisant le livre, qui d'ailleurs, pour ceux qui ne veulent pas investir des sommes dingues, se trouve en poche également. Donc, enfin, on peut acheter les deux. Mais le grand format est très très beau aussi. Et alors ce qui est drôle dans le passage que vous avez lu, c'est qu'on en retrouve des bribes et des éléments dans la suite du récit. Alors ça excite beaucoup l'esprit. J'aimerais revenir un instant sur Adrien, parce que tout à l'heure il y a une question que j'ai abordée, qui est l'aspect tout simplement technique. Quand on lance une maison d'édition, il faut trouver évidemment des diffuseurs, un imprimeur, des traducteurs, des éditeurs, c'est-à-dire des gens qui font travailler, qui retravaillent sur le texte des auteurs, qui travaillent avec les auteurs. Il faut trouver tout un tas de problèmes comme ça. Alors, premièrement, comment ça se passe, et enfin comment ça s'est passé pour vous, et ensuite on pourrait aborder la question de savoir comment est-ce qu'on établit un catalogue, c'est-à-dire est-ce qu'on a une ligne éditoriale au début, ou est-ce que c'est le hasard des textes qui nous arrivent en quelque sorte qui est constitutif? Alors pour la première question, c'est un peu vertigineux quand on se lance, parce que le jour où on a annoncé publiquement la création de la maison, on avait validé le nom de la maison la veille au soir. On n'avait pas d'auteur, pas d'équipe, pas de bureau, pas de livre, pas de charte graphique. On avait beaucoup d'énergie à mettre dans ce projet, mais c'était à peu près tout. Et je le disais en introduction, en préambule, la maison est très jeune, c'est même un bébé, la maison a 4 ans, pour une maison d'édition c'est rien. Nous on est un peu moins jeunes malheureusement.
et on faisait ce métier-là quand même depuis 20 ans. Donc, en le faisant depuis 20 ans, c'est aussi, je pense, ce qui nous a permis de le faire tout de suite depuis Marseille, parce que l'édition en France, c'est une des spécificités très françaises et très centralisée à Paris. Alors, il y a des contre-exemples, hein, on n'a rien inventé. Actes Sud est à Arles depuis longtemps, même s'ils ont maintenant une bonne partie de leurs effectifs à Paris, mais il y a des maisons un peu partout en France. Mais c'est très centralisé. Donc on savait que même en étant à Marseille, il allait falloir qu'on garde d'une certaine manière un pied à Paris. On ne peut pas faire comme si Paris n'existe pas, sinon on se plante à tous les coups. Donc on a essayé d'annoncer la création de la maison en communiquant le plus possible dessus. Pourquoi ? Pour recevoir les textes, pour que, à la fois en France et à l'étranger, ce sont deux choses très différentes. La littérature française, on reçoit souvent les textes directement par les auteurs ou par des intermédiaires, alors qu'à l'étranger, on ne reçoit les textes que par les agents. Et c'est pas le même métier dans un deuxième temps, parce qu'un auteur français qui nous envoie un manuscrit, on peut retravailler sur le manuscrit. Un texte étranger, on ne retravaille pas. Le texte est en l'état, on le fait traduire, mais on ne retravaille pas dessus. Donc ce sont vraiment deux métiers très différents. Mais en tout cas, notre expérience et le réseau qu'on avait nous a permis finalement assez vite de trouver des auteurs, à la fois français et à la fois étrangers. Et voilà. Et j'ai oublié la deuxième question, qui était... C'était sur comment on établit un catalogue au début, c'est-à-dire y a-t-il une... Ça c'est une question ça c'est une question essentielle, je dirais. Aujourd'hui, et c'est mon point de vue, hein, ça n'engage que moi, mais aujourd'hui quand je vais en librairie, il y a certaines maisons à qui je fais confiance aveuglément, et d'autres pas. Ça ne veut pas dire que j'aime rien dans les maisons à qui je ne fais pas confiance aveuglément. Hein, et je me suis posé cette question de savoir pourquoi certaines maisons j'y allais vraiment les yeux fermés et d'autres non. Et en fait, il n'y a pas si longtemps, j'ai compris pourquoi. Je me suis rendu compte que les maisons à qui je faisais vraiment confiance, c'était souvent des petites maisons, beaucoup plus que des grosses. C'est bizarre. Et en fait, la réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est que dans une maison comme Le Bruit du Monde, ou comme, je sais pas, Gallmeister, Le Tripode, Philippe Ray, il y a une ou deux personnes qui choisissent les textes. Donc, il y a une ligne éditoriale qui correspond à la subjectivité de la personne ou des deux personnes qui choisissent les textes. Mais en tout cas, on comprend, parce que c'est ça, la littérature n'est que subjectivité. Lire un livre, on va tous lire le même livre, on ne va pas penser à la même chose. Et puis dans les grandes maisons, où il y a des comités de lecture, où il y a 10, 12, enfin 6, 7, 8, 10, 12 personnes qui choisissent les textes pour la même collection, je dirais presque qu'il y a 6, 8, 10, 12 lignes éditoriales à l'intérieur d'une même collection. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ce qui fait aujourd'hui que dans les grandes maisons, on a plus de mal à dégager une ligne éditoriale. C'est pas du tout qu'ils font mal leur travail, hein, c'est juste, c'est mécanique, quoi. Et donc la ligne éditoriale qui se dégage, ben oui, parce que celle du Bruit du Monde, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, ouvrir les imaginaires, élargir les horizons, aller chercher des histoires d'un peu partout, amener le lecteur sur des terrains qu'il n'a pas trop l'habitude d'arpenter. Il n'y a pas grand-chose de plus satisfaisant quand on termine un livre que de se dire « Waouh, j'ai jamais lu ça ». Ça c'est génial, c'est un plaisir de lecteur incroyable. Et donc la ligne éditoriale, on l'a un peu annoncé il y a 4 ans quand on a lancé le projet, parce qu'on savait ce qu'on aimait en réalité. Et on savait que ça allait être ça, parce qu'on savait que nos goûts de lecteurs c'était ça. Et une ligne éditoriale d'une maison, c'est rien d'autre que les goûts de lecteur de celui qui choisit les textes. C'est juste ça en vrai. Et voilà, donc après ça se retrouve dans plein de formes différentes. Et évidemment que les romans ils sont tous très différents. Aujourd'hui, vous lisez Le Feu du Milieu de Touffa Conta, ça n'a rien à voir avec L'œil de la perdrix de Christian Astolfi ou Noël Michel. Mais on y retrouve une subjectivité de lecteur à chaque fois. Si je peux juste ajouter quelque chose, il y a une phrase dans le premier roman de Christian Astolfi sur les chantiers navals, justement, qui je pense résume très bien, c'est qu'il dit « on est du chantier comme on est d'un pays ». Et je pense que c'est ça qui peut résumer, c'est qu'il y a une identité qui fait que quand on voit la charte graphique et qu'on voit le propos et qu'on feuillette 2-3 premières pages, on se dit « Ok, je sais où je suis, je sais dans quel type de regard je me trouve ». Et d'ailleurs, ça se voit aussi sur tout simplement l'étape des librairies, c'est que par sa présentation, toutes ces couvertures, alors je ne sais pas comment vous les avez choisies, mais
on identifie immédiatement le bruit du monde. Hein. D'ailleurs, cette présentation, je ne sais pas quel est son sens exactement, mais on a l'impression toujours de quartiers du monde qui sont en train de se rencontrer les uns les autres, de s'emboîter les uns les autres. Ça, c'est intéressant, parce que bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire avec les graphistes, les allers-retours, tout ça. Enfin, il n'y a pas eu tant d'allers-retours que ça, mais pour nous, quand on fait notre demande au graphiste, on lui parle beaucoup de bruit et on lui parle beaucoup de monde, évidemment. Donc pour le graphiste et pour nous, ces 3 caisses de résonance, c'est les ondes du bruit qui se propagent. Très rapidement, on nous a dit, oui, bah, c'est aussi des mondes qui se lèvent ou qui se couchent, on ne sait pas, mais donc du coup, vous avez un peu les deux, vous avez le bruit, vous avez le monde. On nous a dit, ah bah vous êtes à Marseille, c'est les voiles d'un bateau, ça, à tous les coups. On n'y avait pas pensé aux voiles d'un bateau, mais ça nous plaît bien. Et récemment, on nous a dit, c'est des parenthèses, pas des parenthèses, des guillemets, pour laisser la voix aux auteurs. Ça, c'est quand même très joli. Donc en fait, il y a autant d'interprétations que de coups d'œil. Ouais. Et il me semble tout fait que dans votre roman, il y a quelque chose qui pourrait presque être le questionnement ou la philosophie du bruit du monde, parce que bon, c'est un roman où il est beaucoup question aussi de question sur le savoir, sur les liens entre les choses, et notamment la théorie du mélange des savoirs. Et là, à un moment du livre, il y a 2 versions d'érudits qui s'opposent. Il y a ceux qui pensent que tout le savoir doit être concentré en un même lieu afin qu'on puisse en tirer le plus de potentialité, enfin de plus de puissance possible, et ceux qui pensent que les savoirs doivent être disséminés de par le monde et par les langues. Et pourquoi ? Parce que, à cause d'un verset que vous citez, qui est « Nous avons établi des nations et des tribus afin que vous puissiez vous rencontrer les uns les autres. » Et est-ce que ça n'est pas ça, finalement, toute cette littérature du bruit du monde, c'est être obligé d'aller voir ailleurs pour essayer de comprendre. Oui, être mise en... On peut même presque dire, sans écorner la foi qu'on peut avoir en la littérature et aux histoires, que les histoires sont autant des points de vue, des angles que l'on adopte, des approches, que des prétextes pour que l'on se rencontre, que les gens se rencontrent. Moi, quand je rencontre les autres auteurs de la maison d'édition, on ne vient pas du tout des mêmes mondes, que ce soit en termes géographiques ou en termes d'histoire personnelle ou de façon de les vivre, mais on reconnaît quand même on reconnaît quelque chose. Il y a un fil, on reconnaît un fil, et je pense que ça c'est très très important. Oui, c'est un prétexte de même que dans le livre, le savoir est perçu par cette deuxième catégorie, on va dire, érudit, comme étant un prétexte pour que la relation puisse avoir lieu. Moi, j'y crois beaucoup à cette histoire de faire en sorte de faire se rencontrer en fait, des gens qui ne sont peut-être pas situés sur le même territoire, qui ne parlent pas du même endroit, ou qui ne parlent peut-être pas d'un endroit qu'ils approuvent, que d'autres approuvent, mais ça permet de se rencontrer. Pour moi, c'est essentiel. Une dernière chose sur les différentes activités et animations que vous faites, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes très présent auprès des salons comme aujourd'hui, ou auprès des libraires, etc. Mais vous animez aussi à Marseille des ateliers d'écriture avec des auteurs. Et alors, est-ce qu'on pourrait en parler 2 minutes? Quelle est la fonction? Enfin, il y en a une qui est évidente, mais il y a la fonction aussi de... Est-ce que c'est simplement, par exemple, de faire se rencontrer des auteurs et des gens qui écrivent, ou peut-être même de découvrir de futurs talents? Tout fait de parler de rencontres à l'instant, et Christian, je pense, en a parlé il y a 2 jours, parce que c'est quelque chose qui lui est cher.
On y croit beaucoup aussi au pouvoir des rencontres, parce que nous, on fait un métier de rencontre, tout ne se passe que comme ça. Et on rencontre des gens, on fait se rencontrer des gens, et puis on voit ce qui se passe. Des fois, il ne se passe rien, puis des fois, il y a des choses incroyables qui naissent. Et quand on s'est installé à Marseille, on s'est dit assez vite que la maison qu'on était en train de créer, on avait envie d'ouvrir un peu les portes de cette maison. De désacraliser un peu ce qui se passe dans les maisons d'édition. On avait la chance de trouver un super espace en plus à Marseille qui fait que c'était possible. Et on s'est dit, ok, on va ouvrir les portes de la maison, mais il faut quand même, on va pas faire n'importe quoi non plus, il faut quand même trouver quelque chose d'à peu près cohérent. Et très vite, avant même la parution des premiers livres, on a organisé notre premier stage d'écriture où on a fait venir, là encore, des auteurs qu'on connaît depuis 20 ans, des auteurs un peu connus, reconnus. Et puis on a travaillé avec eux sur des thématiques, et puis le temps d'un week-end, des participants venaient à la fois passer un moment avec eux. Alors on a eu, historiquement, on a eu Véronique Revaldé, Agnès de Sarthe, Vanessa Springora, Adrien Belge, René Frémy et plein d'autres. Des auteurs. Alice Fernet peut-être. Alice Fernet, Alice Kaplan aussi, qui est une de nos autrices. Toufat va probablement être une prochaine animatrice de stage d'écriture. Et ça nous permet, en fait, c'est ultra vertueux, c'est toujours la vertu des rencontres. C'est un peu cliché de dire ça, mais il se passe quand même quelque chose à chaque fois. On rencontre des gens qui nous ouvrent des portes. Et puis, alors pour l'instant, on n'a publié aucun des participants. On l'a pas fait pour ça, en réalité, parce qu'on reçoit déjà énormément de manuscrits. Pour vous donner un ordre d'idée, je parlais du distinguo français-étranger. Uniquement pour le français, on reçoit 400 manuscrits par mois. Oui. On publie 6 titres français par an, et on en reçoit 400 par an. Donc ça donne une idée du ratio. Mais donc on ne cherche pas de manuscrits. C'est pas dans ça qu'on le fait. Alors évidemment que s'il y a quelque chose, on ne se l'interdira pas. Mais voilà, et puis ça nous permet de garder aussi de bons liens avec des auteurs ici, là, et ça fonctionne très bien. Et puis, ce qui est assez fou dans ces stages d'écriture, quand les gens arrivent le vendredi, ils ne se connaissent pas, ils sont un peu comme ça, un peu gênés. Et alors on les accueille, on essaie de les mettre à l'aise, puis on les retrouve le dimanche midi, le stage est fini, c'est la fin de la covo, quoi. Ils veulent plus se quitter, ils échangent leurs mails, ils vont manger ensemble. Nous, on n'existe plus, on n'est plus là. Enfin, c'est assez drôle à voir à chaque fois. Voilà. Et alors, maintenant, avant de conclure, on va rentrer dans la partie la plus cruelle de cet entretien, qui est de présenter, avec la complicité d'Adrien et de Toufat, bien sûr, quelques coups de cœur, quelques choix de ce qu'a publié le Bruit du Monde jusqu'à présent, puisque en gros vous avez une trentaine de livres, 30-35, hein, on calculait tout à l'heure. Il y en a 2 nouveaux qui vont sortir en février, un français et un étranger. Le français sera là demain, Baptiste Fillon, formidable, un coup de pied dans la poussière. Alors là, ça va être un choc quand vous allez lire ça. Et peut-être est-ce que je peux d'abord me pencher vers Toufat, est-ce que dans la collection du Bruit du Monde, est-ce qu'il y a, enfin il y en a certainement, mais quels sont les livres qui t'ont particulièrement plu, qui vous ont particulièrement plu? Alors en premier, celui de Christian Astolfi, le premier de Notre Monde Emporté, qui est plein d'amour, qui est un livre plein d'amour. Moi, dès qu'il y a de l'amour, je fonce. Donc celui-là, celui-ci aussi, du pain sur la table de l'oncle Milad, que j'ai beaucoup aimé. Et puis j'ai hâte de découvrir Philippe Manvy. Voilà, ce serait je pense mon top 3. Moi, j'ai absolument pas le droit d'avoir des chouchous. Je les aime tous pareils. Mais je vais faire avec ceux qui sont sur la table. Je prends vraiment le premier, qui est un... Mattia Corrente, ça incarne bien, je trouve, la ligne éditoriale de la maison. La fugue d'Anna en 2 mots. Il s'agit d'un couple. Les deux, l'homme et la femme, ont un peu plus de 80 ans. Puis le matin, Anna part de chez elle, ferme la porte, elle disparaît, puis elle ne revient pas. Et le mari met 1 an à comprendre qu'elle n'est pas morte, mais qu'elle ne va pas revenir. Et au bout d'1 an, il va partir à sa recherche à travers la Sicile, dans les îles Stromboli et tout ça. On est dans des décors magnifiques.
Et à travers la recherche d'Anna, il va se plonger dans l'histoire de leur couple, 60 ans de vie main dans la main, et il va se rendre compte qu'ils n'ont pas du tout vécu la même histoire. Que lui était très amoureux de sa femme, qu'ils ont eu des enfants, tout ça, mais que sa femme ne voulait qu'une chose, c'était s'émanciper. Elle voulait être une femme libre. Sauf qu'elle était en avance sur son temps. Et il va, bon, je vous en dis pas plus, on remonte toute l'histoire du XXe siècle. Et le récit, le roman est raconté à 3 voix. La voix de Severino, qui part, le mari qui part à sa recherche, la voix d'Anna qui a disparu, et la voix de Pepe qui est le père d'Anna et qui est le nœud de l'histoire, et on remonte jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale comme ça. C'est assez... j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. Donc je trouve que c'est une bonne porte d'entrée dans le catalogue. Bon, celui-ci, je vous en reparle pas, mais c'est aussi une bonne porte d'entrée dans le catalogue. Évidemment, Le Feu du Milieu, c'est un monde incroyable. Vous ouvrez ça, vous rentrez vraiment dans un monde inconnu, incroyable, c'est assez fou. La maison de mon père, peut-être aussi. Ah, la maison de mon père, c'est... Ok, ça, c'est un de mes chouchous. Mais j'ai que des chouchous, vous l'avez compris. Mais la maison de mon père, c'est Akos Verbochi est un auteur québécois qui est né en Hongrie, comme son nom l'indique. Je sais pas, c'est un peu un mélange de Romain Gary et de Marcel Pagnol qui serait hongrois. C'est l'histoire d'un type qui est né en Hongrie, c'est évidemment un caractère autobiographique, qui rentre au pays, il a fait sa vie à Montréal, au Québec, et puis il a eu 15 jours de vacances devant lui, il va sur internet, et puis il voit une promo pour Budapest, il se dit je rentre. Ça fait 12 ans qu'il n'était pas rentré chez lui, et la dernière fois qu'il y était, c'était pour l'enterrement de son père, ce qui est d'ailleurs la première scène du livre qui est... Moi je la lis plus en plus, mais elle me tire vraiment les larmes à chaque fois, et en même temps c'est drôle. Bref, il rentre au pays, et la première chose qu'il fait, c'est qu'il retrouve son ami d'enfance, Pétia, et il se retrouve au café comme ça, et puis ils discutent, évidemment, c'est comme si c'était quitté la veille. Et au bout de quelques minutes, Pétia lui dit, mais tu te rappelles la maison de ton père sur le lac Balaton? Et le narrateur dit, bah oui, je me rappelle, mais je sais plus exactement où elle est, c'est incroyable si on la retrouver. Et Pétia lui dit, mais tu sais quoi, on va la retrouver. Et ils partent dans un road trip comme ça, à travers la Hongrie. C'est un road trip à travers la Hongrie, et aussi un road trip à travers l'histoire de sa famille, l'histoire du pays. La Hongrie post-communiste, mais l'histoire du pays. C'est bouleversant. Et l'auteur, on l'a rencontré, il est venu en France, il était au Salon du Livre de Paris l'année dernière, et il est comme son livre. C'est-à-dire que dans la même phrase, il est capable de vous faire éclater de rire, et puis il termine sa phrase et il vous serre le cœur. Il y a un truc, on dit souvent, c'est Charlie Chaplin qu'il est capable de vous faire rire et pleurer en même temps, Akos Verbochi aussi. Tu fais bien de me le dire, c'est vraiment un... Bon. Est-ce qu'on peut, je te fais travailler encore un peu, un mot aussi de Aslak Nord, parce que ça c'est un livre que beaucoup de gens ont aimé ici, enfin le premier quand beaucoup été apprécié, et d'abord parce qu'il y en a un nouveau qui va sortir bientôt, je crois au mois de mars, quelque chose comme ça, et aussi parce qu'il a une particularité, c'est que c'est un Marseillais maintenant. Et ça c'est... alors juste, Toufat est né aux Comores, elle vit à Paris, Akos Verbochi est né en Hongrie, il vit à Montréal, Aslak Nord est né en Norvège, il vit à Marseille. Ça donne une petite idée quand même du profil des auteurs de la maison. On a plein d'auteurs français qui vivent à l'étranger aussi, mais enfin, je vous raconte très vite l'histoire d'Aslak Nord parce qu'elle est rigolote. Au tout début de l'histoire de la maison, une agente nous appelle et elle nous dit, est-ce qu'au bout du monde vous allez faire du roman noir, du polar? On dit, bah oui, on va pas se l'interdire en tout cas. Dès lors que ça rentre dans le cadre et sous le toit de la maison du bruit du monde. Puis elle nous envoie ce texte-là en anglais, parce qu'on ne lit pas le norvégien. Nous l'envoie en anglais, on lit ça, on dit waouh, c'est beaucoup plus que du polar, c'est de la saga familiale, c'est du roman historique, c'est plein de choses à la fois. Et puis donc on rappelle l'agente, on lui dit écoute, tu arrêtes tout, on va te faire une proposition, on va te faire une offre pour ce manuscrit, on veut ce texte. Et donc on fait une offre, l'offre est acceptée, puis on se frottait les mains, notre premier polar norvégien, notre polar scandinave au bruit du monde. Et en fait, on a appris, donc quand l'agente nous dit c'est ok, elle nous dit j'ai en plus une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'Aslak Nord, il vit au Ballon des Eaux. Le Ballon des Eaux, c'est un petit port à Marseille, à 3 km des bureaux. Puis il vit là depuis 10 ans, il parle parfaitement français, et le lendemain, Aslak est venu toquer à la porte du bureau. Et notre polar norvégien était en fait plutôt un polar marseillais, même si tout se passe en Norvège. Mais voilà, non, là on est sur du polar historique qui balaye. Alors c'est une série, là c'est le premier tome, le deuxième est là-bas. Ça balaye toute la deuxième moitié du XXe siècle. C'est une saga familiale absolument abominable où on
croit, dès qu'on retrouve un nouveau personnage, en disant chaque fois, on se dit non, c'est vraiment lui le plus gros des salopards, mais en fait, bon, c'est celui d'après, ainsi de suite. Et voilà, et là, celui qui sort au mois de mars, dans un mois, est un peu différent, il sort de cette saga. C'est un roman d'espionnage contre espionnage, on est entre Philippe Kerr, John le Carré, Shibumi, enfin il y a un truc très addictif, et c'est toujours la même chose avec Aslak. Il a toujours des livres un peu gros qui font 500 pages, les 100 premières pages, il s'installe, il nous donne un peu confiance, on se dit ok, on trouve un petit rythme, c'est bien, puis ça commence à s'accélérer, et puis d'un coup on se dit attends, là, il m'a raconté des trucs, c'est pas du tout ça en fait, ça c'est en général à la 300e page, et les 200 dernières pages, il faut toujours prévoir du temps devant soi, parce qu'on les lit d'un coup en général, c'est-à-dire que tout s'emballe, on comprend qu'il se passe, qu'on se fait vraiment balader depuis le début, et ça finit, enfin, donc c'est, oui, Aslak, il est redoutable. Et il sera au Salon de Paris, lui aussi, en avril. Ah, très bien. Et alors, j'ajoute 2 titres pour ma part. Ce sont les 2 auteurs qui seront là demain après-midi et qu'il ne faut absolument pas que vous ratiez parce que ils ont un talent extraordinaire. Et en plus, c'est 2, quasiment premier roman et deuxième roman pour le second. La première, c'est Marion Lejeune, L'Escale, qui est un récit incroyable. Ça se passe dans je ne sais quelle île du Nord, peut-être Norvège, ou je ne sais quoi, un bateau de pêcheurs qui accoste pour une escale, comme son nom l'indique. Simplement, cette escale va durer énormément parce que les gens se dispersent et le héros dont on suit un peu l'errance sur l'île va rencontrer différents personnages, notamment une femme. Et alors ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est que d'abord il est d'une langue et d'une poésie, mais à couper le souffle, et d'une invention à couper le souffle. Et en plus c'est un roman qui nous mène, quand on s'attend que ça parte dans une direction, ça va tout à fait ailleurs. Alors on est toujours surpris de ce qui se passe, et c'est finalement un grand roman qui est en même temps un grand poème, je trouve. C'est un livre qui a la force d'un classique pour moi. C'est assez... Et alors l'autre, dans un genre complètement différent, mais alors passionnant aussi, Baptiste Fillon. Alors il a mis sur son site aucun rapport avec François. Baptiste Fillon, donc un coup de pied dans la poussière. Baptiste Fillon, c'est un garçon qui était, il est peut-être toujours scénariste, mais il écrit aussi. Et alors là, c'est un livre qui est aussi frappant pour d'autres raisons, c'est qu'il résonne énormément avec l'actualité et même l'histoire, tout simplement, parce que c'est un double destin, si vous voulez. C'est un personnage qui a un destin artistique, qui veut devenir un peintre, et qui a un destin historique, c'est-à-dire que c'est l'enfant d'émigrés juifs qui ont fui les pogroms, etc., et qui se sont installés dans les premiers territoires, qui ont formé les premières colonies en Israël, etc. Et donc évidemment ils sont en conflit avec les Arabes dont ils ont occupé les terres, évidemment. Et il va se passer quelque chose, c'est qu'il y a des brigades un peu de sécurité qui protègent leur village, etc., auxquels participent tous les jeunes hommes, et lui va se refuser à la violence dans une première scène qui ouvre le livre, c'est-à-dire qu'il va refuser de tirer sur un arabe qui est en conflit avec cette milice, et de là, il va être mis un peu à l'écart de sa communauté, il va être obligé de partir, et en partant de se réaliser, de chercher à se réaliser en tant qu'artiste, en tant que peintre, et en même temps, son parcours artistique va être heurté par le déroulement de l'histoire et tous les événements qui vont se présenter. Et ce livre est formidable, non seulement par la forme, parce qu'il est très beau, il est très agréable à lire, il est une très belle langue,
mais aussi parce que c'est vraiment un livre de paix, de tolérance, et un livre que tous les gens qui s'intéressent à ces questions, c'est-à-dire tout le monde en ce moment, je pense, devraient lire. En fait, on parlait tout à l'heure du pouvoir de la fiction et de la littérature et des histoires. Baptiste, au départ, a rencontré, il vous en parlera mieux demain, mais a entendu parler de ce Nissan Rylov. Il voulait en faire une biographie. Et très vite, il s'est rendu compte que faire une biographie simple de ce personnage incroyable serait forcément réducteur. Il a décidé d'en faire une fiction. Ça ouvre un champ des possibles extraordinaire, et ça en fait un livre complètement fou. Il y a un souffle, il y a quelque chose qu'il n'aurait clairement pas eu dans une biographie. Et pour finir, je vais faire de la publicité quand même pour la concurrence. C'est-à-dire que demain, sur la même table que Marion Lejeune, c'est la concurrence le même éditeur, pas du tout le même éditeur, enfin un autre premier roman. Alors là, encore une découverte merveilleuse de cette rentrée, un garçon qui s'appelle Paolo Bellomo, aux éditions Le Tripode, Fayel et les histoires du monde. Et alors ça, c'est un livre d'une invention, d'une poésie merveilleuse également, et quasiment inépuisable, et je pense qu'ils auront tous les deux un très beau dialogue. Alors, il me reste à vous remercier tous les deux, à vous remercier d'abord d'être venus, de votre générosité, et puis surtout d'inviter le public à lire ces livres formidables. Voilà, merci. Merci à toi, merci à toi. N'oubliez bien qu'en sortant, là, vous l'avez vu en arrivant, je suppose tout à l'heure, il y a une table qui sera là encore demain, évidemment, avec une sélection des meilleurs bruits, des meilleurs livres du bruit.